Bonjour, bienvenue sur le plateau de France 3 Côte d'Azur, émission spéciale municipale. Ce matin, nous commençons des débats ville par ville. 2 villes au programme, Menton et Fréjus. Je vous présente tout de suite les invités pour le premier débat qui est celui de Menton. Michel Cuccinelli, bonjour, vous êtes candidat de la liste à gauche vraiment, qui est soutenue par le Front de gauche. Vous êtes vous-même membre du Parti communiste. Pascal Gérard, bonjour. Vous êtes candidate de la liste Mentonnais Ensemble, sans étiquette. Vous êtes vous membre du Parti socialiste. Lydia Chénardi, vous êtes membre du Front National, vous êtes candidate de la liste Rassemblement Bleu Marine pour Menton. Patrice Novelli, bonjour, vous êtes candidat d'hiver droite du Rassemblement Républicain Mentonnais, vous êtes vous-même membre de l'UDI, on va en reparler. Et puis Jean-Claude Guibal, bonjour, vous êtes UMP, candidat de la liste Unis pour Menton, investi par l'UMP et l'UDI. Alors c'est une émission spéciale qui va durer 1h15, on est ensemble jusqu'à 12h15 à peu près. On va parler de Menton, nous avons un partenariat avec France Bleu Azur et en fin de débat, vous aurez des questions sous forme de droit de suite qui seront posées par Laure de Beaulieu, rédactrice en chef de France Bleu Azur, qui nous rejoint et on débute le débat. Bonjour Laure, voilà, merci d'être avec nous. Donc vous allez prendre des notes, vous allez écouter tout ça très attentivement. Et on débute donc ce débat sur Menton. On va commencer, si vous le voulez bien, par un thème économique. Il y a une étude de l'INSEE qui est parue cette semaine. Donc l'INSEE, la région PACA et un institut de statistiques monégasque qui parle de Menton et de la vallée de la Roya. Cette étude parle d'un modèle économique sous pression, manque de logement, transport saturé. La conclusion est assez sèche. Le modèle actuel de développement de la zone d'emploi de Menton, vallée de la Roya, a peut-être atteint ses limites. Question, la ville de Menton est-elle aujourd'hui en déclin économique? On a tiré au sort, c'est Jean-Claude Guibal qui commence. J'ai le plus grand respect pour l'INSEE, mais là je m'étonne franchement des conclusions qu'il tire d'un constat pur et simple. Le constat pur et simple, c'est que la principauté de Monaco voit ses emplois augmenter de façon continue et se tourne bien évidemment vers l'ouest où la population est la plus nombreuse. Ceci étant, à l'est du département, à l'est de la principauté, sur la communauté de la Riviera française à laquelle s'est rajoutée récemment la Roya, il est clair que les taux de chômage sont, depuis 2008, sensiblement inférieurs à ceux qu'ils sont dans le département et à ceux qu'ils sont bien évidemment plus encore dans la région. Sur le périmètre retenu par l'INSEE, le taux de chômage moyen depuis 2008 est de 7,6%, en tout cas à Menton, et il est de 1,4 inférieur à celui du taux de chômage départemental et 3 points au-dessous du taux de chômage régional. Ce que vous voulez dire, c'est que la situation n'est pas aussi catastrophique que ça. Non, elle est loin d'être catastrophique, elle est meilleure que partout ailleurs. Alors après, si l'on nous dit qu'il faut absolument construire du logement, là ça devient une affaire politique. Alors justement, quelle conception veut-on faire du territoire? Nous ne voulons pas saturer ce territoire par du logement qui y ferait venir une population qui aujourd'hui n'y vit pas. Alors justement, Jean-Claude Guibal, je vous ai dit, on a tiré au sort pour les premières interventions. On poursuit sur cet aspect économique. Pascal Gérard, à vous la deuxième réponse. Cette étude de l'INSEE, elle confirme malheureusement le diagnostic que je fais depuis longtemps, mais elle confirme aussi ce que vivent les actifs mentonnais, bien sûr. On a dans notre ville, désormais, aujourd'hui, 40% de résidences secondaires. C'est-à-dire que 40% de notre parc, de notre habitat, est aujourd'hui grignoté par la résidence secondaire, avec une augmentation dans les dernières années. Ce qui nous donne une ville de plus en plus vide, d'ailleurs, et surtout ce qui exige des salariés, des actifs mentonnais, d'aller vivre de plus en plus loin, et donc au-delà de Menton, d'abord dans les vallées, puis maintenant Sospel, puis encore plus loin, ce qui génère évidemment de la fatigue, des surcoûts, évidemment aussi un coût environnemental,
Et par ailleurs, puisque M. Guibal a évoqué Monaco, le bassin d'emploi naturel, hors fonction publique bien sûr pour les Mentonnais, le bassin d'emploi naturel a toujours été Monaco pour les Roquebrunois et les Mentonnais. Et là, on est à un point de bascule extrêmement dangereux, puisque désormais, plus de la moitié des emplois monégasques sont consacrés, ou plutôt sont tournés vers l'ouest du département. Quelles peuvent en être les conséquences ? Les conséquences, c'est que Menton se dépeuple, ou plutôt Menton ne se peuple pas, et les salariés mentonnais, encore une fois, sont obligés de partir. Donc, évidemment, pour que Menton puisse continuer de se développer, mais même maintenir l'activité économique, parce que les conséquences, c'est que les actifs ne vivant pas à Menton, ils ne consomment plus à Menton, donc le commerce va mal aussi. Et je n'ai pas terminé. Tout ceci est totalement faux. Il faut désormais une politique publique de logement, évidemment, puisque 50% de la population doit pouvoir bénéficier. La population et augmenter donc le chômage. Je voudrais pouvoir terminer. Jean-Claude Guibal, terminer, et ensuite Jean-Claude Guibal vous répond. Je voudrais pouvoir terminer, voilà. Nous avons donc la nécessité de construire des logements pour les actifs mentonnais, évidemment pas ce fantasme de faire venir des populations de l'extérieur. Aujourd'hui, 50% des actifs de Menton doivent pouvoir bénéficier de ce type de logement locatif et accession sociale à la propriété. Jean-Claude Guibal, vous répondez, ensuite on reprend l'ordre du tirage au sort. Il y a aujourd'hui 700 demandeurs de logement HLM à Menton. La loi Allure de Mme Duflot nous imposerait d'en faire 4000 d'ici 25 à raison de 210 par an. C'est hors de question. Notre objectif est de construire autant de logements qu'il y a de demandeurs de logements HLM à Menton. Et ça, c'est le rythme que nous avons aujourd'hui. Pour le reste, concernant l'emploi, moi j'entends bien qu'aujourd'hui, 45% des Mentonnais travaillent en Principauté de Monaco, ce qui a toujours été le cas. J'entends aussi que la ville ne se développe pas, ne s'est peu développée. Nous ne cherchons pas, nous, à faire une grande ville. Nous voulons faire une ville qui soit agréable à vivre pour ceux qui y vivent. On va y revenir, Jean-Claude. Pardonnez-moi, je rappelle juste un chiffre. Il y a 30 ans, Antibes avait la même population que Menton. Aujourd'hui, Antibes a 3 fois plus d'habitants que Menton, simplement parce que nous n'avons plus de foncier constructible. À Menton, les Alpes tombent dans la mer. Alors je veux bien que l'on rêve. Je vous coupe une minute parce que ce n'est pas non plus un débat Pascal Gérard, Jean-Claude Guibal. Vous allez le faire tout à l'heure. On finit ce premier tour de table qu'on avait dit. Patrice Novelli, vous aviez été tiré en 3e position. Je vous demande votre réaction sur cette étude de l'INSEE. Sur cette étude de l'INSEE, il est évident qu'il faut s'en inquiéter. Maintenant, une chose est certaine, à Menton, le foncier, on ne peut pas l'inventer non plus. On a encore des niches à exploiter, mais moi je pense qu'il faudra surtout miser avec l'arrivée des communes de la Roya qui ont intégré la communauté de la Riviera française pour pouvoir développer du logement pour actifs. En ce qui me concerne, je favoriserai le logement pour actifs au maximum. Jean-Michel Cuccinelli, est-ce qu'il y a une fatalité? Vous avez été tiré au sort en 4e, c'est pour ça que je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a une fatalité? C'est ce qu'on comprend un petit peu au niveau du foncier, au niveau du foncier qui n'est pas disponible, au niveau de Menton, ou est-ce qu'une politique volontariste peut changer les choses? Je pense qu'il faut mettre en place une politique volontariste et respecter la loi, tout simplement. Il y a une loi SRU qui fixe à 25% le taux de logement sur le total du parc, qu'il faut respecter. Alors, il y a des difficultés. J'ai été élu pendant 13 ans. C'est une question qui me tenait à cœur et je l'ai portée tout au long de mon mandat. Les personnes présentes qui étaient élues avec moi peuvent en témoigner, à part Mme Chénardi. Mais donc, cette question est très importante. Et je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il y a nécessité de mettre une volonté et de mettre un programme, évidemment sur plusieurs années. Mais là, on plafonne depuis des années autour de 9 à 10%. Donc, il y a quand même une stagnation, un manque de volonté évident à mettre en place une politique du logement, notamment par rapport au logement social, sur lequel j'insiste. Alors, qu'est-ce que je peux apporter comme proposition? Je pense qu'une proposition serait de rebâtir sur l'ancien, de voir des petites unités de logements sociaux répartis sur tous les quartiers sur Menton et de mettre en place un programme. Certes, il faut user du droit de préemption, mais la politique qui a été menée depuis des années, qui a fait de spéculation immobilière, a fait flamber le prix du mètre carré et il est évident qu'il y a moins en moins de terrain et de réserves de foncier. Mais je pense qu'il y a quand même, on doit se creuser la tête et il y a des possibilités sur Menton pour avancer au niveau du logement social. On termine ce premier tour de table avec Lilia Chénardi.
Oui, alors au niveau du commerce et de l'activité économique, moi je trouve qu'il y a effectivement un endormissement total de la ville et un manque de volonté et d'idées nouvelles pour redonner un petit peu de dynamisme. Parce qu'à Menton, quand on se promène dans les rues à 19h, c'est carrément le couvre-feu. Donc je pense qu'il faudrait une équipe qui ait des idées, qui ait un courage politique et qui essaye de réanimer un petit peu. Il y a pas mal de choses qui ne coûteraient pas très cher à être mises en place, mais qui pourraient redonner de l'activité économique avec l'aide de tout ce que la mairie peut apporter. La promotion des produits, des petites fêtes de quartier à thème. Maintenant, au niveau de l'habitat, on a une commune qui a un caractère assez de villégiature, une architecture assez élégante sur tout le littoral et très bien équilibrée d'ailleurs avec l'arrière mentonnais, avec une population aussi très équilibrée. Alors oui, il faut respecter effectivement les quotas qui sont imposés par le gouvernement, mais dans la mesure du possible. Il y a des possibilités dans la vallée du Careil, au-delà de la zone industrielle. Mais on ne peut pas non plus importer des populations qui déséquilibreraient. Et parce que souvent ces populations que l'on nous envoie sont sur un caractère de dossier d'urgence. Or, moi, je préférerais viser l'ancienneté des dossiers. Et effectivement, à Menton, il y a des personnes qui attendent un logement social depuis des fois plus de 10 ans, des jeunes couples mentonnais qui ont besoin de s'installer, des personnes âgées qui aimeraient bien être descendues du 4e ou 5e étage sans ascenseur vers un rez-de-chaussée. C'est peut-être comme ça aussi qu'il faudrait gérer notre Alors, je voudrais qu'on aborde un thème qui est le suivant. Il y a un projet dont on a beaucoup parlé, qui est le projet d'un hôtel 5 étoiles à Menton, à Gare-Avant. Il y a eu des recours. Le chantier pourrait être en attente pendant des années. Pascal Gérard, les gens qui ont fait des recours, un certain nombre de personnes en tout cas, sont proches de vous. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire? Ce projet pourrait être créateur d'emplois. Tout d'abord, il faut rappeler que le terrain sur lequel ce projet est prévu est un terrain qui appartient à la ville. C'est extrêmement important. C'est un legs qui a été fait il y a un siècle par un ancien maire de Menton qui avait demandé qu'il soit fléché, ce terrain, pour l'activité des Mentonnais, tout particulièrement des jeunes. Donc il faut se rappeler que c'est un legs. Aujourd'hui, le projet qui est prévu, ce projet 5 étoiles, concéderait à un promoteur un bail de 70 ans. Donc on donnerait notre terrain, alors avec une contrepartie pour un bail de 70 ans, pour y construire un blocos, un hôtel 5 étoiles avec des murs de 7 mètres de haut devant, quelque chose de très fermé. Et donc, d'ailleurs, on imagine très mal l'implantation d'un 5 étoiles réel entre la voie ferrée, le stade de foot et une route nationale à deux niveaux. On ne croit pas une seconde non plus. D'ailleurs, il n'y a eu aucune étude d'impact économique sur l'ensemble de l'hôtellerie du Mentonais. Je ne parle pas de ce projet lui-même, sur l'ensemble de l'hôtellerie du Mentonais. Et lorsqu'on connaît les stratégies économiques extrêmement agressives de ce type d'hôtel 5 étoiles, il suffit d'aller sur Internet, vous trouverez des prix, là je l'ai fait encore tout à l'heure, qui sont bien en deçà du 4 étoiles et du 3 étoiles que nous trouvons sur Menton. Il va sans dire que l'implantation, si elle avait lieu, abîmerait très nettement notre hôtellerie locale, qui peine, elle, aujourd'hui, à avoir des chambres remplies sur des périodes de l'année, octobre, novembre, janvier, jusque mi-février. Elle a besoin d'être soutenue, cette hôtellerie locale, avec des produits touristiques nouveaux, sans doute couplés avec des produits culturels. Jean-Claude Guibal. Je trouve admirable que l'on s'oppose à la création d'un hôtel 5 étoiles qui va créer 100 emplois équivalents plein temps, qui va rapporter à la ville 300 000 € de loyer annuel, qui va permettre d'accueillir l'ensemble des personnes, soit habitant Menton, soit qui viennent dans d'autres hôtels, dans un centre de balnéothérapie de 1500 mètres carrés, d'avoir 2 salles de congrès pour 300 et 400 personnes chacune, d'une jauge de 300-400 personnes qui nous manque absolument, et en même temps se lamenter sur une prétendue baisse d'attractivité et d'activité de la ville. Moi, je voudrais dire, concernant cet hôtel, que je trouve proprement irresponsable de la part de quelqu'un qui veut administrer la ville, de prendre le risque de faire, en s'appuyant sur une loi littorale, qui prend le risque de faire rendre ce terrain inconstructible à jamais. Ceci étant, la ville reste propriétaire du terrain, la ville a prévu dans le bail à construction que tout changement de chambre d'hôtel en appartement rendrait le bail résilié à l'instant même. Mais je voudrais, si vous le permettez, d'un mot,
revenir sur ce qui était dit tout à l'heure. Nous avons réalisé plus de 1000 logements entre le début de ce mandat et sa fin. Des logements locatifs, logements en accession à la propriété, logements HLM réhabilités. Et ce que je dis là, c'est pour ce qui a été réalisé et ce qui est actuellement en cours. Le droit de préemption, je constate que depuis la loi de Mme Duflot, le droit de préemption est accordé à l'établissement public foncier après l'avoir été au préfet, que jusqu'à présent, il n'a jamais été utilisé par ses détenteurs actuels, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de foncier disponible existant. Concernant enfin la disponibilité des terrains, il faudra un jour que l'État soit cohérent et ne veuille pas que l'on construise 25% de logements sociaux sur l'ensemble du parc de résidence principale, tout en rendant la quasi-totalité du terrain communal inconstructible par la loi littorale et le plan de prévention des risques naturels. Vous êtes en train de prendre beaucoup d'avance. Patrice Novelli, je vous donne la parole après. Pascal Gérard. Patrice Novelli, vous avez un peu de retard, vous, dans votre temps de parole. Votre position justement sur cet hôtel 5 étoiles. Alors, concernant l'hôtel 5 étoiles, je ne veux pas rentrer dans le débat entre M. Guibal et Mme Gérard. J'ai voté pour ce projet. J'ai voté pour ce projet lorsque je faisais partie de la majorité municipale, comme on se doit de le faire. Et dans la mesure où ce projet garantit des emplois stables, durables, pour des Mentonnais, je continue à être pour. Donc vous êtes pour? Par contre, il est évident qu'il faut que nous ayons toutes les garanties derrière tout ça. En ce qui me concerne, dans la continuité du stade de Lucien Rennes, j'aurais très bien vu un complexe réservé aux sportifs et à la jeunesse. Alors on va aborder, si vous le voulez, maintenant une partie plus politique, parce que le débat... Excusez-moi. Allez-y. Allez-y, oui, mais je veux qu'on aborde d'autres thèmes également. Jean-Michel Cuccinelli. Sur les 5 étoiles, donc j'ai été un des premiers à m'opposer, mais sur des questions de fond, du fait que la question principale sur Menton, la petite hôtellerie, si on regarde les chiffres, au niveau des chambres, en 20 ans, on a perdu 447 chambres au niveau de l'hôtellerie. Et je ne pense pas que le 5 étoiles, avec la concurrence de Cannes, de Monaco, même de Nice, puisse répondre aux besoins, puisse répondre à la situation sur Menton. C'est un tourisme diversifié qu'il faut viser. Et donc c'est là la question. Il y a une baisse d'activité au niveau du tourisme. Le tourisme est une activité principale sur notre territoire. Et là, c'est l'effort qu'il faudrait refaire. Toutes les chambres ont été transformées en résidences. Donc les promoteurs se sont livrés. Ils ont acheté tous les petits hôtels, les moyens hôtels. Ils ont été transformés en résidences et on a perdu beaucoup de capacités hôtelières sur Menton. C'est pour ça que nous nous opposons fermement à cet hôtel 5 étoiles. Lydia Chénardi. Oui, alors moi j'ai écouté un petit peu la population mentonnaise, parce que c'est pas parce qu'on est élu maire à une période qu'on doit imposer à la ville et aux Mentonnais des projets qu'ils ne souhaitent pas. Or, les Mentonnais qui habitent dans cette partie géographique ne veulent pas un hôtel 5 étoiles. D'autant qu'un hôtel 5 étoiles, il y en a un en ville qui est fermé, l'hôtel des Ambassadeurs, parce qu'il y a un manque de clientèle. Mais il y avait un projet autre possible à cet emplacement. D'ailleurs, quand la station d'épuration d'eau a été construite, elle l'avait été en espérant qu'il puisse y avoir un centre de thalassothérapie. Or, le lieu s'y prête parfaitement, comme ça se fait d'ailleurs à Porticcio en Corse, ce qui créerait des emplois, mais qui ne serait pas spécialement une structure hôtelière. Ce qui fait que ça pourrait effectivement apporter d'une clientèle qui ensuite irait loger dans les hôtels de la ville, tout en bénéficiant d'un lieu effectivement très privilégié face à la mer, avec un microclimat, on le sait, très très agréable. On change de partie, je vous avais dit. Donc une partie... Mais très vite, Jean-Claude Duval, parce que vous avez de l'avance, sérieusement, très vite. Très vite. Le taux d'occupation des chambres d'hôtel à Menton est le plus élevé du département. Qu'on ne me dise pas qu'il y a une crise du tourisme à Menton. Concernant par ailleurs l'hôtel 5 étoiles, si nous voulons développer un tourisme d'affaires et accueillir des congrès,
de 300 à 400 personnes, nous avons besoin d'élargir la gamme. Nous avons trop d'hôtels 2 et 3 étoiles et passer d'hôtels haut de gamme. Merci Jean-Claude Guibal, merci. On passe à une partie politique. Donc comme je vous ai dit, je vous demande de me faire là aussi des réponses courtes parce que sinon on s'en sortira pas. Patrice Novelli, vous n'avez pas le soutien de l'UDI qui est votre parti. Est-ce qu'aujourd'hui on peut exister politiquement sans le soutien d'un parti officiel ? Bien entendu. Bien entendu. Vous savez, j'ai adhéré au mouvement des jeunes discardiers en 1975. Et aujourd'hui, je suis toujours centre droit et je ne compte pas changer. Investiture ou pas investiture. Je sais très bien pourquoi je n'ai pas eu l'investiture de l'UDI. Pourquoi ? Parce que je pense que le président départemental des Alpes-Maritimes a mis son veto, tout simplement. Ce qui n'empêchera pas que sur la liste que je conduirai, 50% de mes colistiers seront des adhérents de l'UDI. Et les 50 autres pourcents seront des gens qui appartiennent à des partis centristes. Alors vous allez voir, Patrice Novelli, et tous les 5 d'ailleurs, on va voir un tableau. Ce sont les résultats de l'élection qui avait eu lieu donc, il y a 6 ans, de 2008, qui avait donné donc, au premier tour Jean-Claude Guibal en tête avec 48,6%. Thierry Giorgio, qui était un candidat sans étiquette d'hiver droite, avait eu 26% et demi. Pascal Gérard était 3e avec 18,1%. On avait cru qu'il y aurait une triangulaire et en fait non, puisqu'au deuxième tour, Thierry Giorgio s'était désisté au profit de Pascal Gérard. Et finalement, Jean-Claude Guibal l'avait emporté avec 58,7%, devant Pascal Gérard 41,2%. Je reste avec vous, Patrice Novelli. Est-ce que vous pouvez avoir un parcours à la Thierry Giorgio ? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez, si vous n'étiez pas au second tour, ou même si vous y étiez d'ailleurs, apporter votre soutien à Pascal Gérard ? Je ne pense pas. Pour quelle raison ? Tout d'abord, Monsieur Migou, si je suis candidat à cette élection, premièrement, c'est pour la gagner. Donc la première question que je me pose, c'est de faire le meilleur score. Oui, mais vous n'êtes pas forcé de gagner. Je ne suis pas forcé de gagner, mais je pense que si on est candidat, c'est pour gagner. C'est pas pour... Moi, je ne suis pas candidat au municipal par jeu ou par amusement. Donc, si je ne suis pas en mesure de gagner cette élection, je siégerai au conseil municipal. Je ne suis pas là pour donner mes voix à quiconque. À quiconque, ça veut dire même pas à Jean-Claude Guibal ? À quiconque. À personne. Donc vous donnerez vos voix à personne. Ça veut dire que vous pouvez appeler à l'abstention au deuxième tour. Écoutez, à ne pas aller voter en tout cas. Nous verrons ça le soir du premier tour. Oui, en tout cas, on le comprend un petit peu à travers ce que vous avez dit. Pascal Gérard, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Patrice Novelli ? Non, moi je respecte toutes les listes, c'est la démocratie et encore une fois, je respecte Patrice Novelli, je respecte Jean-Michel Cuccinelli, je respecte chacune des listes. Vous ne lui faites aucun appel là ici sur ce plateau parce que vous allez Je ne pas fais vous aucun voir appel sur 50 ce 000 plateau. Je dis moi-même que j'ai fait une liste de large rassemblement, que j'ai conçue, j'ai décidé cette liste à l'issue des dernières élections justement après que nous ayons fait. En fait, c'était un désistement réciproque. Les cantonales avaient lieu en même temps que les municipales. Et puis j'ai grandi, mûri sans doute en politique, et je conçois que sur une ville de la taille de la nôtre, l'objectif est de rassembler et que ça ne veut pas dire grand-chose, objectivement maintenant, en tout cas tous les jours. Les Mentonnaises et les Mentonnais nous le disent et demandent vraiment que nous nous rassemblions. Justement, une question par rapport à ce que vous dites là, Madame Gérard. Pourquoi vous n'avez pas mis le sigle Parti Socialiste sur votre affiche ? Je viens de vous le dire, ma liste n'a pas d'étiquette. Moi, je n'ai pas caché la mienne, tout le monde la connaît. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas assumer l'aspect national du Parti Socialiste ? Non, puisque j'avais fait une déclaration il y a 6 ans indiquant que je mènerais ce type de liste. Donc elle a été publique. Personne ne peut dire aujourd'hui que ce n'est pas opportunisme par rapport au gouvernement. Et si elle avait des étiquettes, ma liste, elle les aurait sans doute toutes, pour tout vous dire. Question également de... Allez-y. Pardon. Et si Pascal Gérard était élu, tous les Mentonnais sont bien convaincus qu'elle serait un maire socialiste. Donc il ne faut je ne sais pas trop... ce que ça veut dire. C'est vous qui restez coincé dans les partis politiques, finalement. Il ne faut pas tromper son monde. C'est vous qui êtes vraiment vous avez honte complètement... d'être socialiste. Ah non, monsieur. Et vous aviez en 2008 passé un accord avec un candidat qui est aujourd'hui debout la République. Aujourd'hui, oui, mais qui était sans étiquette à l'époque. Que vous êtes dans la combinaison permanente. Non, pas du tout. Vous êtes candidate depuis 31 ans. Depuis 31 ans, vous êtes candidate. Mais pas du tout. Et depuis 31 ans, vous n'arrivez pas à vous faire élire. Et vous faites donc n'importe quoi. Je rassemble, j'ai fait une liste de rassemblement. D'ailleurs, un certain nombre de personnes de la société civile m'ont demandé de conduire cette liste de rassemblement, ce que je fais volontiers, et c'est vraiment très exaltant de mener ce type de liste. On continue cette partie politique. Lydia Chénard. Oui, j'aimerais bien m'exprimer là-dessus. Oui, j'ai une question moi à vous poser. Est-ce que vous êtes... J'aimerais quand même bien... Oui, mais on va faire les deux. Est-ce que vous êtes... Il y a une question quand même qu'on se pose. Vous savez qu'il y a un débat au sein du Front National des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous êtes Rassemblement Bleu Marine ou Front National Canal Historique ? Le Rassemblement Bleu Marine est une association. Ça n'est pas un parti politique qui, sous
Ce cycle d'associations regroupe le RPF, le Front National, le Ciel de Paul-Marie Couteau et d'autres groupes éventuellement qui peuvent nous rejoindre. Donc c'est une association qui regroupe. Mais moi, ça ne cache rien. Mes affiches comportent le visage de Marine Le Pen, le sigle, la flamme bleu, blanc, rouge. Donc j'y vais à visage découvert. Je n'ai pas honte de mon étiquette. Moi, je voudrais dire aux Mentonnais que faire des listes d'ouverture, c'est une chose. Diriger et gérer une commune, c'en est une autre. Car Madame Pascale Gérard et moi sommes collègues au Conseil régional de PACA. Or, au Conseil régional de PACA, Madame Gérard a soutenu un emprunt fin 2013 de 386 millions d'euros qui s'ajoute à 1,9 milliard d'encours de dette, ce qui veut dire que fin 2014, le budget du Conseil régional, la dette sera supérieure au budget du Conseil régional. Alors si c'est ce genre de gestion que l'on veut dans l'avenir pour Menton, c'est vrai qu'il faut voter socialiste. Je vois que vous... Sans doute pas, parce que vu la dette que nous avons à Menton, y compris avec les emprunts toxiques, on a besoin d'assainir effectivement la dette à Menton. On est dans une partie politique. Question à Jean-Michel Cuccinelli. Je vais vous donner la parole. À Menton. Les mensonges et les contre-vérités. Elle est le double par habitant. Elle est le double exactement par habitant de ce qu'on trouve sur les villes de la même taille que Menton. Elle est le double. C'est vrai. Elle est le double et les emprunts toxiques. La durée de remboursement de la dette est de 6, oui, moi je vous parle par habitant. Oui, mais c'est pas ça. La bonne méthode, c'est pas ça. La bonne méthode, c'est combien de temps faudrait-il pour rembourser la totalité de la dette en y affectant la totalité des ressources propres. Moi, je dis que vous avez endetté la ville pour des équipements qui ne sont pas destinés aux Mentonnais. Nous souhaitons nous tourner pour les Mentonnais et vers les Mentonnais. Vous dites des contre-vérités flagrantes. Vous avez surendetté la ville dans le dernier mandat pour des équipements qui ne sont pas destinés aux Mentonnais. Quant aux emprunts que vous qualifiez de toxiques, tout à fait. Qui sont des emprunts structurés, ils représentent très exactement 6% des 55 millions d'euros d'endettement de la ville de Menton. Ils nous ont fait payer 5 millions d'euros de pénalités dans les 2 dernières années qui précèdent. Pénalités, vous savez quel est le montant des pénalités ? 5 millions de pénalités, c'est-à-dire 10% du budget de fonctionnement de notre ville. Il faut savoir qu'il y a un emprunt qui a été renégocié en juillet 2007 à 14,75% d'intérêt. Oui, c'était un budget de 1 million. Parce que moi, les chiffres, je les ai de votre mairie. On voit dans les annexes page 7... taux de 60 millions et quelques d'euros d'emprunt. Divisé par 29 631 habitants, c'est vrai que nous sommes à 2070 euros par habitant. C'est la réalité. L'endettement par tête d'habitant est de 1 300 euros. 1784 sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est le plus faible des communes de la strate. Ministère de l'Intérieur, 1784 euros par habitant pour 1 000 euros par moyenne de la strate. C'est sur le site du ministère. La strate, c'est les 150 000, puisque c'est sur des chiffres INSEE et non pas sur les chiffres du recensement. Notre ville est endettée. Merci. On va terminer cette partie politique parce que je dois vous dire également qu'il y a un autre candidat à Menton qui s'appelle Jean-Michel Auberteau et qui mène une liste qui s'appelle l'Espoir du Renouveau. C'est un candidat d'hiver droite. Je reviens vers vous après, M. Cuccinelli. On l'a interrogé ce matin sur son programme et le pourquoi de son engagement. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Bernard Perrano. Alors tout d'abord, j'aime profondément Menton. C'est la première raison. Menton est une ville extraordinaire avec un potentiel magnifique. Mes ancêtres sont présents ici depuis le XVe siècle, de Dolce-Acqua jusqu'à Monaco. Et donc ça a été la première raison de mon engagement. Deuxième raison de mon engagement, c'est que je trouve que, comme certains d'entre nous, que Menton s'endort tranquillement et que Menton mérite mieux que ce qu'il vit aujourd'hui. Troisième raison, c'est qu'en fait, je pense que je peux apporter, compte tenu de mon parcours professionnel, de mes compétences, dans le domaine du tourisme, de la culture, des événements, un vrai plus, un regard neuf sur Menton. Figurez-vous que j'ai été surpris parce que, à plusieurs reprises, un certain nombre de personnes plutôt âgées sont venues à la permanence, que je rencontre, et la première de leurs réflexions, c'était de nous dire « Monsieur Auberteau, faites que cette ville redevienne joyeuse ». Tout ça pour dire que notre équipe, c'est une équipe d'humanistes, c'est-à-dire qu'on va mettre l'humain dans notre programme, en dehors bien entendu de l'ensemble des compétences que nous devons avoir. C'est ça, c'est redonner de la proximité, redonner de l'humain, être à l'écoute des Mentonnaises et des Mentonnais. Je dirais c'est ça un peu l'esprit même de notre programme. Jean-Michel Cuccinelli, vous n'avez pas eu la parole dans la partie politique, donc je vous la donne. Je vous demande là aussi d'être court. Oui. Moi, ma question, c'est la suivante. Pourquoi vous avez monté une liste seule et pourquoi vous n'êtes pas sur la liste de Pascale Gérard ?
Eh bien, nous avons rencontré à plusieurs reprises Madame Pascale Gérard. On se connaît depuis des années. On a siégé ensemble au conseil municipal. Là, il a été impossible de se mettre d'accord sur la question d'union, sur le fait qu'elle a fait une ouverture avec des gens du centre et qui se revendiquent de droite aussi. Donc, elle mène une liste sans étiquette, d'une part. Et puis, nous menons une liste quand même qui est soutenue par le Front de gauche. Donc, nous mettons aussi au niveau de la campagne la question nationale. L'austérité pèse aussi sur le budget des communes. 890 millions en moins sur les budgets des communes, sur les budgets de fonctionnement. Donc il y a une incidence à la fois sur les collectivités territoriales, sur les communes. C'est un point important. Plus toutes les mesures développées par le gouvernement actuel qui vont dans le sens contraire à ce que nous demandons sur le plan social. Donc ça nous a motivés à monter cette liste. Et c'est la seule liste véritablement à gauche. Jean-Michel Cuccinelli, je vous l'avais dit en fin d'émission, Laure de Beaulieu va vous soumettre à une sorte de droit de suite, le temps d'un jingle, et c'est à elle. Laure, nos 5 candidats sont à vous pendant 5 minutes. Merci Henri. Eh bien, je vais continuer avec vous, Michel Cuccinelli, et vous, Madame Gérard, puisque moi, ce qui m'intrigue un petit peu quand même dans ce... J'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait répondu sur le fait que vous n'ayez pas fait de liste commune tous les deux. Alors, peut-être que j'ai mal compris, hein, c'est possible, mais est-ce que finalement, ce n'était pas le seul moyen de battre la droite qui est en place à Menton, de vous rassembler, Jean-Michel Cuccinelli? Sur des positions claires, lisibles, pas sur des positions politiciennes. Nous ne sommes pas pour des positions politiciennes. Donc nous défendons ce point de vue. Nous mettons en avant des propositions sur la question des transports, sur la question du logement, sur des questions nationales sur lesquelles nous sommes en désaccord aussi. Et c'est un petit peu la raison. Dans un mandat local. Dans un mandat local. L'intérêt local je l'ai mis en avant tout à l'heure. Les questions nationales, elles vont beaucoup peser sur cette élection. Donc c'est important de développer quand même des propositions, des questions qui vont peser sur le budget des communes. Vous reprenez du temps, M. Cuccinelli, on doit respecter un peu ça. Votre question était à Pascale Gérard aussi. Pascale Gérard également, oui. Pourquoi Oui, je pense que la vraie différence, Jean-Michel vient de le dire, c'est que pour moi, cette élection est éminemment locale. Et qu'effectivement, sur les positions, nous étions d'accord, puisque j'ai pu écrire des propositions sur le logement, sur les transports, qui sont reprises aujourd'hui par Jean-Michel Cuccinelli. Et par contre, je pense vraiment qu'il nous faut apporter des réponses locales et qu'il ne faut pas confondre les élections. Merci Pascale Gérard. Il vous reste 3 minutes, Laure, pour d'autres questions. Jean-Claude Guibal, je me tourne vers vous. La passe de 5... Pour vous, Jean-Claude Guibal, vous êtes donc candidat à un 5e mandat. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est pas trop? Et est-ce que vous n'êtes pas demandé, est-ce que vous n'avez pas dit à un moment, ben non, je me représente pas, je passe la main? Est-ce qu'à aucun moment vous vous êtes posé cette question? À aucun moment. À aucun moment, moi, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait priver les électeurs de la possibilité de dire qui ils souhaitent avoir comme maire. Et par ailleurs, dans la période favorable à l'ici et maintenant, à l'immédiateté permanente, je crois profondément à la nécessité de la durée dans l'action publique. On ne peut pas se présenter à une élection sans dire quel projet on a pour la ville. Et ce projet, sa réalisation, nécessairement, elle prend du temps. Merci Jean-Claude Guibal. Une question à Lydia Chénardi. Lydia Chénardi, oui, je voudrais juste qu'on revienne sur le côté économique. Oui. On en a parlé tout à l'heure en commençant ce débat. Quelles sont vos propositions? Alors, on va pas, c'est vrai que c'est un peu long, mais vous n'avez pas fait Alors, les propositions, d'abord, faire des économies là où c'est possible et avoir une répartition du budget un petit peu différente de la manière dont il est utilisé actuellement. C'est vrai qu'on n'a pas pu rentrer dans les détails, mais ne serait-ce qu'au niveau de la manière dont sont rémunérés les élus, il y a une fourchette, par exemple, de 87 000 € qui part en clientélisme. On embauche les copains des copains. Il y a des choses qu'il faut revoir sérieusement. Au niveau de la ville, j'ai dit que je voulais y remettre un certain dynamisme. Je ne voudrais pas diriger, je voudrais être un maire de proximité, si je l'étais, et pouvoir d'abord faire en sorte que les élus viennent me voir. Dernière question. Merci. Patrice Novelli, juste, je vais revenir sur la question qu'on vous a posée tout à l'heure. Je trouve que vous n'avez pas très bien répondu, oui ou non. Est-ce que vous donnerez vos voix à personne? Est-ce que ça veut dire qu'au deuxième tour, vous demanderez aux Mentonnais de ne pas voter? Pas du tout, mais je crois qu'on n'est pas propriétaire de ces voix. Les gens votent pour vous, c'est une chose, mais leur imposer un choix ensuite, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. C'est à eux de décider.
Merci, Laure de Beaulieu. Vous restez avec nous. Merci à tous les 5. Vous allez céder votre place au candidat de Fréjus, puisque nous passons au deuxième débat sur la ville de Fréjus. Deuxième débat, ça va prendre à peu près le même temps que Menton. On est ensemble, je vous l'ai dit, jusqu'à 12h15. Et on accueille donc 5 nouveaux candidats qui sont en lice donc, pour la mairie de Fréjus. Je vous les présente tout de suite. Philippe Michel. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc d'hiver droite. Vous êtes candidat pour la liste Fréjus en mouvement. Elsa Di Meo, bonjour. Donc vous êtes au Parti Socialiste, vous êtes à la tête d'une liste sans étiquette qui s'appelle Notre Identité, c'est Fréjus. Philippe Mougin, bonjour. Bonjour. UMP, candidat pour la liste Ensemble Confiant pour Fréjus, investi avec l'investiture UMP. Alors on est dans une configuration un petit peu différente de Menton, là, puisque nous avons Sophie Parent. Bonjour, vous êtes bonjour. UDI, candidate de la liste Fréjus, j'y crois, osons changer d'air. Et là, vous avez l'investiture nationale de l'UDI, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis David Rachine, bonjour. Bonjour. Vous êtes Front National et candidat de la liste Fréjus. Pour vous, c'est aussi le rassemblement Bleu Marine. Donc merci à tous les 5 d'être là. Même principe que tout à l'heure avec Laure de Beaulieu qui interviendra en fin de débat. Je vous précise tout de suite, c'est important, qu'il y a bien sûr un autre candidat qui est Élie Brun, qui est le maire sortant. Élie Brun a décliné notre invitation, c'est la raison pour laquelle il n'est pas sur ce plateau ce matin. Élie Brun est à la tête d'une d'hiver droite, donc je vous ai dit, qui est à la tête d'une liste qui s'appelle Notre Parti, c'est Fréjus. Voilà, on voit le tableau. Élie Brun donc a décliné notre invitation. On va commencer par là. Puis pourquoi? Parce que c'est l'événement politique de ces dernières semaines à Fréjus. Élie Brun a été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt dans une affaire de concession de plage privée. Il a fait appel de cette décision, c'est la raison pour laquelle il peut se représenter. C'est la première question. Est-ce que cette décision est de nature à changer la donne de cette élection? Là aussi, nous avons tiré au sort et c'est Philippe Michel qui commence. Je pense que seuls les électeurs seront à même de trancher cette question, mieux que les candidats. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de cette campagne, je fais une campagne de proposition. J'ai bâti un vrai projet pour l'avenir qui est basé sur une solide expérience. J'ai été 10 ans directeur de cabinet de cette ville. J'ai quitté directeur mes fonctions. De cabinet d'Élie Brun, donc. Oui, j'ai quitté mes fonctions en 2007. Je n'entends pas beaucoup de critiques sur la manière dont j'ai exercé ces fonctions. Et j'ai proposé aux électeurs une vraie charte pour l'avenir, une vraie vision d'avenir de la ville. Et je me focalise sur ces propositions que je fais, sur ces réponses que j'apporte à tous les manques qu'il y a dans notre ville. Et ils décideront et eux seuls décideront de l'avenir. Elsa Di Meo, on ne va pas commenter bien sûr la décision de justice, mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est de nature à changer la donne de l'élection? Je prends acte de la décision des tribunaux et je prends acte aussi du fait que M. Brun est comme n'importe quel contribuable et a le droit de faire appel. Moi, je suis, comme tous les Fréjusiens, triste de la manière dont ma ville est aujourd'hui abîmée. Et j'aurais souhaité qu'Élie Brun se mette de côté le temps de ces procédures pour qu'on arrête de stigmatiser notre ville et pour que notre ville soit à l'honneur. Alors, aujourd'hui, ces combats, je les ai menés contre M. Brun quand cela a été utile, mais ce n'est pas le combat contre un homme. C'est le combat contre un système. C'est un système qu'il faut changer demain. Et c'est en ce sens que je fais un certain nombre de propositions. C'est en ce sens que je dirigerai la ville demain. Et c'est pour faire émerger un autre système que j'ai signé, et je suis la seule, la charte anticorruption de l'association Anticor de bonne gestion des collectivités locales. David Rachid, vous avez été tiré au sort en 3e. Oui, commençons par dire que la charte Anticor dont parle Madame est une association de tendance socialiste. Par conséquent, ça n'étonnera personne si elle est proche de cette organisation. En ce qui me concerne, j'ai pris acte aussi de cette décision, bien sûr. Je ne voudrais pas, cela dit, que cette condamnation, qui en effet, dont M. le maire a fait appel, écarte les véritables sujets du débat, qui doivent être le bilan désastreux de l'UMPS à Fréjus. Et c'est bien cela dont nous allons devoir parler pendant cette campagne électorale. Ce sont les véritables sujets financiers, budgétaires et autres qui intéressent les Fréjusiens, je crois, et pas les affaires dont, encore une fois, nous sommes les victimes à Fréjus. Sophie Parent.
Comme je l'ai déjà dit aussi par voie de presse, je ne souhaite pas me prononcer, commenter la décision de justice qui a été rendue concernant Élie Brun. Moi, je préfère me concentrer sur le programme que je propose aux Fréjussiens. Je crois que la situation est suffisamment grave pour se centrer sur les problématiques des Fréjussiens, à savoir à gérer le quotidien et l'avenir. Pour ma part, l'emploi et le développement économique qui sont les questions les plus importantes pour Fréjus et pour les Fréjussiens. Voilà, à développer, à sauvegarder d'abord l'existant, le développer, et puis surtout développer des nouvelles branches comme le numérique qui est existant à Fréjus. Philippe Mouchin. Oui, la condamnation d'Élie Brun est bien réelle. L'appel qu'il a interjeté n'efface pas cette condamnation. Donc effectivement, les Fréjussiens doivent savoir aujourd'hui qu'ils peuvent voter pour un homme qui de toute manière ne les représentera pas d'ici 8 mois. Donc je pense que l'influence de la condamnation d'Élie Brun sur la campagne... Tout dépend de l'appel. Hein. Voilà. Mais vu la gravité, je veux dire, de la condamnation, qui est le maximum qui peut être retenu dans pareil cas, je pense qu'il ne sera jamais relaxé. Donc il faut que les Fréjussiens sachent aujourd'hui qu'ils vont voter pour un homme qui ne les représentera pas d'ici 8 mois s'il était élu. Donc je pense justement que cette condamnation disqualifie totalement la campagne d'Élie Brun. On dit quand même, il faut le préciser, que pour l'instant il est innocent. Hein, il a fait appel, donc on verra ce que donne l'appel. Je ne pense pas qu'il est innocent, il a été condamné. On fait appel d'une condamnation. Oui. Bon, on ne commande pas ces décisions de justice. Voilà, on referme cette partie. On va aborder plusieurs thèmes donc, concernant Fréjus, notamment un thème très important qui revient dans pratiquement toutes vos campagnes, c'est-à-dire la dette de la ville. Est-ce qu'elle est de nature à freiner, voire à bloquer le développement économique de Fréjus? Elsa Di Meo. D'abord, moi je veux replacer encore une fois les choses précisément. De quoi parle-t-on quand on parle de la dette aujourd'hui à Fréjus? On parle d'une dette de 2 986 € par habitant, presque 3 000 € aujourd'hui. Donc bien évidemment, ça handicape notre ville. Bien évidemment, comme je le disais, ça abîme notre ville. Bien évidemment, nous sommes aujourd'hui montrés du doigt pour cette dette. Alors, je pense profondément que les compétences professionnelles et personnelles que j'ai en tant qu'analyste financière des collectivités territoriales dans un établissement bancaire seront utiles demain pour diriger la ville. Comment rétablir demain la situation financière? Je veux bien gérer cette ville. Je veux diriger cette ville d'abord en traquant le gaspillage. Le gaspillage partout là où il a été aujourd'hui démontré, que ce soit l'Office du tourisme, que ce soit le train de vie de la municipalité, que ce soit le train de vie des élus. Et je veux aussi apporter des réponses concrètes. Avec moi, il y aura un objectif sur l'ensemble de ce mandat. Passer la dette de 2 986 € par habitant à 2 500 € à la fin du mandat. Voilà ce que c'est que désendetté Fréjus aujourd'hui. Alors Philippe Mouchin, je vais poser d'ailleurs la même question à Sophie Parent. Vous êtes encore conseillers municipaux aujourd'hui. Oui. Vous avez démissionné de vos délégations, mais vous êtes encore conseillers municipaux. Vous avez donc fait partie de l'équipe d'Élie Brun. Cette dette, vous l'avez vue monter, augmenter. Donc pourquoi vous n'avez pas alerté plus tôt? Philippe Mouchin. Eh bien, si vous voulez, par rapport aux documents budgétaires qui sont fournis naturellement aux élus et accessibles à eux, cette dette est une dette qui résulte d'une dérive lente et continue. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que, lorsque je serai élu, je ferai un état des lieux financiers. Parce que cette dette, elle existait certes, mais le budget était en équilibre. Le contrôle de légalité s'exerçait tout à fait naturellement et ne voyait rien à redire. Donc, je pense que cette dette, elle est réelle. Maintenant, elle est constatée. Elle est de 142 millions d'euros. Moi, élu, je mettrai en place un programme d'économie, parce qu'il n'est pas question que j'augmente les taux d'imposition. Ce n'est pas la question que j'avais posée, Philippe Mouchin. La question que j'avais posée, c'est pourquoi vous l'avez vu se creuser, cette dette. La dérive ayant été progressive, la dérive ayant été... on ne l'a pas vu régulièrement par rapport, si vous voulez, aux documents budgétaires qui étaient transmis aux élus. Il y avait effectivement une dette, mais cette dette n'était pas
comment on peut dire, un surendettement. Sophie Parent, honnêtement, quand on était à l'extérieur, ça paraît difficile d'être dans une équipe municipale et de ne pas voir se creuser une dette. C'est un peu comme dans un foyer. C'est comme si le mari disait je vois pas ce que dépense ma femme. Enfin, c'est un peu compliqué. Je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, pour ma part, je suis rentrée au conseil municipal en 2008. J'ai rendu ma délégation 2 ans plus tard. Donc, j'ai pu constater et prendre l'ampleur, justement, à la fois de la dette, mais surtout de l'absence de volonté de remédier. La question, c'est il y a un moment, c'est pas de la complicité quand même? Non, parce que quand vous rentrez dans une équipe, bon, déjà au début, moi, voilà, je suis rentrée en 2008, j'ai constaté, j'ai appris à constater que j'étais une citoyenne lambda, donc je n'étais pas au courant. Et vous savez, le problème de la dette, on en parle beaucoup depuis cette mandature. Parce qu'il y a eu de nombreux investissements qui sont venus grossir le bilan. Si mais bon, moi, je vais vous dire, voilà. Qui est pénalisant. La dette, dans toutes les communes, il y a une dette. Il faut qu'elle soit en parfaite adéquation, si vous voulez, avec les ressources de la commune. Voilà. Oui, alors si je comprends bien, ce que disent les gens qui étaient dans l'équipe des Librins, c'est que c'est à partir du moment où on passe en surendettement que ça devient compliqué. J'ai compris. David Rachine et Philippe Michel, et ensuite Elsa Di Meo. Bon, je suis ravi de voir que Mme Parent a bien ses lunettes. Il faudrait peut-être que M. Mougin retrouve les siennes de lunettes, puisque pendant 6 ans, apparemment, il les a oubliées. La situation de la ville de Fréjus est catastrophique financièrement, pas depuis hier. C'est aujourd'hui le résultat de votre politique, M. Mougin, et aussi celle, il faut bien le dire, des Librins, qui a considérablement endetté la ville et qui a appliqué une gestion, encore une fois, catastrophique. Alors, je prends un exemple de gabegies qui ont été réalisés par l'équipe de l'UMP en place, votés, il est vrai, par le Parti socialiste aussi, main dans la main. Ce sont ces 56 millions d'euros, et je prends cela la référence de Fréjus Info numéro 56, 56 millions d'euros d'argent public déversés dans le seul quartier de la Gabelle, ce qui est un véritable scandale, puisqu'en plus d'alourdir considérablement la dette de la commune et l'endettement de la commune, l'ensemble des autres quartiers ont été totalement oubliés et n'ont absolument pas été traités. Je pense évidemment au centre ancien. Alors oui, je sais que vous allez nous dire que ce n'était pas de l'argent qui venait directement de la ville. Mais vous savez, les Fréjussiens, ils sont contribuables aussi au Conseil général, que votre majorité d'ailleurs a ruiné, aussi au Conseil régional, que la majorité socialiste a ruiné. Par conséquent, leur responsabilité dans cette affaire est écrasante. Et je pense que nous en avons la preuve ici. Alors, un mot, parce qu'il faut que je tienne un peu des comptes aussi. Philippe Michel, parce que vous avez du retard, et ensuite on reprend avec Philippe Mougin et Elsa Di Meo. Merci. Il faut rappeler à vos auditeurs, vos téléspectateurs, que la dette, c'est de l'emprunt qui repose sur des actifs. Tous ceux qui sont chefs d'entreprise le savent. On emprunte dans une collectivité pour payer un actif. Quand on fait une école, on va la payer entre 3,5 millions et 4,5 millions, on prend la décision de recourir à l'emprunt parce qu'on va la payer sur 20 ans, parce qu'elle va être utilisée pendant 20 ou 30 années. Donc l'endettement n'est pas un problème, puisque face à la liste des endettements correspond une liste des actifs. Moi, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Et 2 900 € par habitant, c'est 150 € par habitant par an sur 20 ans. C'est 13 € par mois. Et quand on voit la liste des investissements que l'on a, on relativise la dette. Ce qui m'intrigue plus, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est sur le budget de fonctionnement. Quand on a 12% du personnel en arrêt maladie, à cause de certificats médicaux de complaisance délivrés par des médecins fumistes. 3 millions d'euros au budget chaque année. Qu'est-ce qui vous prouve ces certificats de complaisance? Parce qu'on sait, parce que j'ai été pendant 10 ans directeur de cabinet et que j'ai vu, et je peux en témoigner, et on a encore des exemples aujourd'hui que l'on connaît, de personnels qui sont en arrêt maladie et qui se font des selfies de l'autre côté de la planète à Montréal. Il y a des contrôles pour ça? Que les organismes fassent un contrôle ou que les élus les demandent. Et vous étiez directeur de cabinet, vous auriez pu le Exactement, demander. Et c'est la raison pour laquelle, et avec un certain nombre d'autres raisons, j'ai décidé en 2007 de me présenter sur ma ligne politique, qui a toujours été la mienne, pour affronter un système qui a mis tout en œuvre. Parce que vous demandiez des choses que vous n'arriviez pas à obtenir, c'est ça? C'est logique. Un directeur de cabinet est un exécutant, n'est pas un exécutif, il n'est pas un décideur, ce sont les élus, les adjoints au maire. Quand on a un adjoint qui nous dit qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait, mais quand on apprend qu'il est rejoint par une dizaine d'adjoints dans un conseil qui n'en compte que 17, ça veut dire qu'il avait la majorité dans ce conseil d'adjoints. Il pouvait agir. Alors, on les laisse répondre tous les deux. D'abord Philippe Mougin et ensuite Elsa Di Meo. Philippe Mougin. Alors, il y a vraiment des arrêts médicaux de complaisance que l'équipe des Librins aurait couvert? Je l'ignore totalement. Je laisse à M. Philippe Michel la teneur de ses propos. Je ne suis pas adjoint au personnel et je ne vois pas ce qu'il veut dire d'ailleurs. Je vous dis, en ce qui concerne le surendettement, c'est le surendettement qui est pénalisant.
La dette, ça fait partie effectivement de la vie budgétaire d'une municipalité. L'endettement est nécessaire, donc il faut. Ce qui est pénalisant, c'est l'endettement, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, à Fréjus, si vous voulez, le montant des remboursements que l'on doit aux organismes bancaires pénalise l'action municipale. Et c'est c'est ce à quoi il faut mettre un terme. C'était la question de départ d'ailleurs. Est-ce que ça peut bloquer le développement de la ville? Et voilà, ça bloque à la fois le développement de la ville, ça bloque le bon fonctionnement des services. Il reste plus et donc de 22 il faut revenir à d'investissement par des mesures d'économie à un taux de dette qui soit compatible avec les ressources de la ville, qui ne sont pas nulles. Elsa Numéo. Oui. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand nous sommes la 5e ville la plus endettée de France, bien évidemment, c'est un problème pour notre ville. Moi, je souhaite mettre fin à ce que nous venons de voir. Voilà, je ne suis pas là pour monter le personnel municipal contre les habitants de la Gabelle, les habitants de la Gabelle contre les habitants des autres quartiers. Ça, c'est dans notre temps. Et c'est aujourd'hui le passif dont l'ensemble des gens qui sont autour de cette table, autour de moi, sont hélas les comptables. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de rassembler la ville. C'est de faire en sorte de relever le défi financier que vous notiez tout à l'heure. Alors comment ? D'abord par l'exemplarité. J'ai annoncé que je baisserai les indemnités des élus de 10% dès mon arrivée. Ça évitera de voir ce qu'on peut voir aujourd'hui, où en plus des indemnités d'élus, 750 € par mois ont été votés par messieurs, dames autour de la table, par M. Mougin et par Monsieur Mougin et par Madame Parent, en plus des indemnités d'élus. C'est ensuite, le personnel municipal a été stigmatisé et montré du doigt. C'est ensuite faire en sorte que le personnel municipal ait les moyens de travailler, qu'il ait les moyens de rendre le service public aux Fréjussiens. Il faut dire que dans les 4 années qui viennent, 30% du personnel municipal va partir à la retraite. C'est là demain qu'il faudra, puisque je serai une bonne gestionnaire, faire en sorte de vérifier les postes qui sont utiles à remplacer et ceux qui ne le sont pas. Voilà comment j'obtiendrai qu'à la fin de mon mandat, nous soyons à 2 500 € de dette par habitant et plus à 3 000 € comme aujourd'hui. Alors, vous me permettez donc d'aborder la deuxième partie, puisque vous m'avez fait la transition. On a vu le passé, donc vous êtes presque, enfin pas tous, d'accord, sur le passé, mais en tout cas on va se tourner vers l'avenir. Et sur ce que vous proposez, Sophie Parent, vous avez un petit peu de retard. Il nous reste environ 5-6 minutes avant midi. Alors justement, moi je suis ravie d'apporter un peu de la note positive, parce que si on est ici, c'est pas pour parler du passé et parler de l'avenir. Alors l'avenir, bien entendu, il faut faire une analyse scrupuleuse des budgets de fonctionnement et d'investissement de la ville, de façon à repérer les différents dysfonctionnements. Moi, en tant qu'élu pendant 2 ans dans mon service, j'en ai vu. Donc je sais qu'il y a un travail important à faire et des économies importantes à faire sur les charges de fonctionnement de cette ville, mais à la fois, il y a également le volet développement des recettes par le développement économique, et c'est là où le travail est important, parce que à la fois il va falloir faire des économies sur les budgets, mais sans pénaliser l'action municipale, et à la fois il faut développer les recettes de la ville. Et comment on développe les recettes de la ville? Eh bien par l'emploi, par le développement économique. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire entrer des nouvelles recettes. Donc être analyste financière, c'est bien. Être chef d'entreprise, je crois que c'est mieux. David Rachlin. Oui, excusez-moi, on a oublié, à mon avis, un élément central du débat budgétaire. C'est les scandaleuses hausses d'imposition et hausses de la pression fiscale que font subir ces messieurs de l'UMP aux Fréjussiens. Parce que la réalité, c'est quand même une hausse considérable de la taxe foncière. En plus de cela, la communauté d'agglomération coûte extrêmement cher. La communauté d'agglomération, d'ailleurs pilotée par le tuteur, en quelque sorte, de M. Mougin, qui n'est autre que le maire de Saint-Raphaël. Laissez-moi terminer, je pense que vous allez avoir l'occasion de répondre. Soyez poli, simplement. M. Ginesta n'est pas mon tuteur. C'est le maire de Saint-Raphaël. J'aspire à être le maire de Fréjus. Oui, en habitant Saint-Raphaël. Cette hausse de la pression... Et vous, M. Michel, vous êtes le poisson pilote de M. Librand. Excusez-moi, taisez-vous. si je peux juste me permettre de terminer. Voilà. Cette hausse scandaleuse de la pression fiscale, alors même que, sous l'influence gouvernementale du Parti socialiste, que soutient d'ailleurs Mme Diméo, les Français sont accablés de charges. Cette hausse est scandaleuse. Je crois que vous l'avez votée, puisque vous avez voté, M. Mougin, quasiment l'intégralité des budgets de la commune de Fréjus. C'est là qu'il va falloir intervenir pour pouvoir baisser à terme les impôts dans cette commune. Alors il faudra évidemment faire un audit financier. Il faudra évidemment... Pardon ? Vous l'entendre dire. Nous, on aurait aimé vous l'entendre dire. Nous, on aurait aimé vous l'entendre dire pendant les 6 ans où vous siégez aux côtés des Librins et où vous avez voté l'intégralité de ces libérations. Et en un mot, il y a toute une série
de dépenses à supprimer. Nous avons les moyens, par exemple, pour nettoyer les plages dans nos propres services techniques de la commune. Nous passons par des sociétés privées, j'ignore pourquoi. Bref, il y a toute une série de choses, d'éléments sur lesquels nous pouvons baisser les dépenses. Donc les propositions pour sortir de ce problème de dette, Philippe Mougin et Philippe Michel, avant midi. Bien, effectivement, donc, en tant que maire, je n'augmenterai pas les taux d'imposition de la ville en cette période de crise. Donc je ferai des économies. Ces économies, dans mon équipe, je les ai déjà identifiées. C'est une mutualisation complète des moyens humains et matériels de la commune, notamment au niveau des services techniques. C'est ensuite un soin tout à fait particulier apporté à l'exécution des marchés publics de façon à, à éviter les recours trop fréquents aux avenants. C'est ensuite une renégociation des contrats qui nous lient aux prestataires pour une adaptation stricte aux besoins de la commune. Et c'est enfin, si vous voulez, un rééquilibrage entre les travaux faits en régie, c'est-à-dire faits par notre personnel, dont je connais la valeur professionnelle, et ceux confiés en entreprise qui sont logiquement plus chers. Parallèlement, si vous voulez, Fréjus est une ville riche de son foncier. Donc, il y a effectivement des constructions. Je demanderai, si vous voulez, aux aménageurs de mieux participer aux équipements publics qui sont nécessités par leur activité. Et bien entendu, nous ferons des économies sur une meilleure gestion des flux, que ce soit des flux énergétiques, de l'eau, de l'électricité, etc. Mais je vous le dis, la première chose que nous ferons, c'est un état des lieux financier de façon à savoir où nous mettons les pieds. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les documents budgétaires globaux qui sont remis aux élus ne permettaient pas d'anticiper ce surendettement. Non, ça c'est une blague. Ça c'est alors vraiment, vous ne les avez pas lus. Hein. Vous ne saviez pas lire un budget avant l'année dernière. Non, parce que ce budget est équilibré par des produits exceptionnels. Ce budget n'a jamais été critiqué ni remis en question par le contrôle de légalité. Pourquoi? Parce qu'il était équilibré par des produits exceptionnels. Non. C'est pas équilibré du tout, on savait très bien. Je ne reviendrai pas sur le fait que depuis 2008, je dénonce la situation financière de la ville. Juste pour être précis et pour ne pas faire semblant d'apporter des forces réponses aux Fréjussiens. Monsieur Mougin parle aujourd'hui de la question des fluides, des économies d'énergie. Si Monsieur Mougin avait suivi les débats en conseil municipal, il saurait que cela fait 4 ans que nous avons un dispositif régional dans la ville de Fréjus qui a permis de baisser les consommations d'énergie et de fluides et que depuis 1 an et demi, nous avons atteint un seuil. Et donc aujourd'hui, la seule chose que nous risquons demain en continuant dans cette voie-là, c'est de faire en sorte que le personnel municipal ait encore moins les moyens de travailler qu'aujourd'hui. Donc comment demain faire en sorte que, par exemple, les aménageurs puissent enfin payer les réseaux de distribution qu'ils ne payent pas aujourd'hui? Comment faire en sorte que demain les avenants ne soient pas signés? Déjà en changeant profondément les gens qui ont, et je ne vais pas dire, Monsieur Mougin, le nombre que vous avez dans votre liste, mais qui ont attribué ces marchés, qui ont signé ces avenants. Et il y a aujourd'hui une seule personne qui, du début à la fin... Une nouvelle volonté municipale. Monsieur Mougin, je ne vous ai pas coupé, je vous prierai de faire de même. Il y a aujourd'hui une personne qui a, depuis le début, mené ses combats contre les entreprises de gestion des déchets, Pisorno pour ne pas la citer, contre les entreprises aménageurs, Monsieur Barbero pour ne pas le citer, contre les attributions de plage. C'est moi et moi seul qui l'ai fait. Donc demain, je suis la plus à même de diriger cette ville de manière juste, équitable pour tous les Fréjussiens. Alors, on va s'arrêter un tout petit moment parce que c'est le flash, il est midi, on va se quitter pendant 3 minutes et puis on reprend le débat ensuite. On reprendra d'ailleurs avec Philippe Michel qui doit être, je pense, un petit peu en retard au niveau des temps. Midi, le flash, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci Henri, bienvenue à tous dans ce flash d'actualité à la mi-journée avec sur la Côte d'Azur le centre commercial Carrefour Nice-Lingostière qui n'a pas pu rouvrir ce matin après l'effondrement d'une partie de sa structure cette semaine. Les experts ne connaissent toujours pas l'origine de l'accident qui a fait 2 blessés. Donc en attendant, une partie identique à celle qui a cédé va être démontée par sécurité ce week-end. La préfecture a annoncé hier qu'elle mettait en place lundi matin une cellule pour gérer le problème du chômage technique des salariés. Un mot des conditions de circulation dans la région. Attention à la neige dans le Haut-Pays. Et puis la route vers Casterino qui était fermée a pu rouvrir ce matin. Il y a moins de risque d'avalanche. Un mot de sport, en bref, en division masculine 1, donc de hand, retenez la très courte victoire hier soir de Saint-Raphaël sur Cesson, 26-25. Vous pouvez aller toute la journée également au meeting de saut à la perche, c'est au stade Charles Hermann à Nice. Et puis en foot, 24e journée de Ligue 1, Nice se déplace à Valenciennes ce soir. En attendant, le match choc demain soir, Monaco qui recevra Paris Saint-Germain. En rugby, en
top 14, Toulon recevra Biarritz ce soir à 18h. Et puis d'autres images de sport aussi également avec la délégation des athlètes monégasques. Et oui, petite délégation. Hier soir, donc, en cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi, 3 skieurs, 3 bobeurs, mais au même rang que les grandes nations, devant 40 000 spectateurs. Olivier Genot, donc, était le porte-drapeau des couleurs rouges et blanches, sous les yeux du prince Albert et de sa femme Charlène. Et puis, pour terminer ce flash, un mot de cinéma avec une avant-première hier soir à Antibes avec le réalisateur antibois Christophe Gans qui a tenu à présenter dans sa ville natale son dernier film, une sorte de remake de La Belle et la Bête où on retrouve Léa Seydoux et Vincent Cassel dans les principaux rôles. Christophe Gans qui a notamment réalisé Le Pacte des loups reste toujours bien sûr passionné par la notion imaginaire dans ses réalisations, par la notion de rêve. Donc sortie du film mercredi, Christophe Gans que vous retrouverez ce soir notamment dans Écoutez voir à partir de 19h. C'est la fin de ce flash. Nous on se retrouve donc à partir de 19h pour le 19-20. Mais tout de suite, comme d'habitude, vous avez rendez-vous avec Henri Migou et la suite de La Voix est libre. À ce soir. Suite de La Voix est libre, on reprend le débat sur Fréjus. On va reprendre avec Philippe Michel de façon assez succincte. Vous m'expliquez votre programme pour la ville et comment sortir de ce problème de dette. Philippe Michel. Comme je vais toujours au fond des choses, j'ai mis à disposition de nos électeurs sur mon blog philippe-michel.fr un programme extrêmement détaillé, agrémenté de 20 vidéos d'1 heure chacune, dans lequel je détaille tous les postes, tous les aspects de cette ville et budgétaire, et qui convergent tous vers un seul point: créer de la dynamique économique, créer de l'activité économique dans les commerces, les entreprises, pour créer de la richesse. Parce qu'on pourra faire les économies que l'on veut. Vous parliez de départ à la retraite. Autant de départs à la retraite que nous voudrons n'absorberont jamais l'augmentation de la masse salariale de tous ceux qui resteront. Donc nous devons, dans la ville comme dans le pays, créer de la richesse. Ma profession de foi, tout mon programme accessible et détaillé démontre toutes les pistes que nous avons, que je propose, pour créer de l'activité économique, de la dynamique et de l'animation. Alors, je vous propose 3 parties pour terminer. Une partie politique, une partie sur le quartier de la Gabelle et Laure de Beaulieu. La politique, vous me répondez de façon assez brève. Elsa Di Meo, même question tout à l'heure qu'à Pascal Gérard. Pourquoi vous n'avez pas l'étiquette PS sur votre programme et sur vos affiches ? Alors, je l'ai dit, moi j'assume ce que je suis. Je n'ai pas changé de voiture, je ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui pour plaire aux Fréjussiens. Je suis une femme de conviction, mais je suis aussi une femme libre. Et ce que je dis aux Fréjussiens, ce que je dis, qui a changé de voiture. Ce que je dis aux Fréjussiens, qu'est-ce qui a changé de voiture? J'y viens. Oui. Ce que je dis aux Fréjussiens, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, le contrat que je passe avec eux, c'est un contrat local. Ce dont ils ont besoin, c'est que Fréjus retrouve ses couleurs, que Fréjus rayonne de nouveau. Et donc, mon objectif aujourd'hui, il est simple. Il y aura sur ma liste moins de 25% de personnes encartées. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y aura demain, quand je serai maire, une maire libre qui dirigera cette ville avec sérieux, avec compétence et surtout avec une seule détermination, c'est que Fréjus retrouve son identité. La voiture. Qui est-ce qui a changé de voiture? J'ai toujours la même. On ne comprend pas, hein, sincèrement. Vous mettez, quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur pour être quelqu'un qui a changé de voiture. C'est quelqu'un. Oui, mais il n'y a pas que les Fréjussiens qui nous regardent. Alors, il y a quelqu'un qui a changé de voiture, c'est quoi? Il y a des gens qui n'assument pas ce qu'ils sont. Quelqu'un qui est ici sur le plateau. Je vais préciser. Il y a des gens qui n'assument pas d'avoir été les complices des Librins depuis maintenant trop longtemps. Il y a des gens qui n'assument pas. C'est qui alors? C'est Philippe Michel ou c'est Philippe Mougin? Qui n'assument pas d'avoir le même discours. C'est Philippe discours. Michel ou c'est Philippe Mougin? Peut-être les deux, qui sait. Alors les deux ont peut-être changé de voiture. Expliquez-vous, parce que dire que j'ai été complice alors que ça fait depuis 2007 que je suis parti de cette mairie, il est quand même passé beaucoup d'eau sur les plombs. Alors s'il vous plaît, expliquez, dites en quoi je serai complice et de quoi. S'il vous plaît, expliquez-vous. Moi, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. La situation de notre ville n'est pas une nouveauté. Mais, depuis 2008, n'argotez pas. La question est précise. Serions-nous complices l'un ou l'autre de quoi? De quel délit avons-nous été convoqués en justice? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'exécution du mandat que j'ai fait, qui était un mandat contractuel, dont le recrutement, même les augmentations, le niveau de salaire
et l'éviction ont été votés par le conseil municipal. Vous êtes bien placé. Votre époux a été licencié de la mairie, du cabinet du maire de la Seine-sur-Mer parce qu'il ne faisait pas ses heures de travail. Et vous savez très bien, Madame Di Meo, très bien, qu'un directeur de cabinet est le seul poste qui existe dans cette République dont les émoluments soient votés par un conseil municipal. Voilà ce que je dis. Vous êtes complice des mêmes méthodes qu'Élie Brun. Ah oui? Vous êtes complice des mêmes. Je suis en train d'y répondre. Des mêmes petites attaques, de la même perfidie. C'est pas une petite attaque, c'est vous qui venez de dire que j'étais complice. Vous êtes en train. Et certainement, et vous avez parlé de changement de voiture. Je vais finir de répondre. J'ai ma voiture depuis 2010. La précédente, elle a fait 400 000 km. C'est quoi le problème? Vous êtes les mêmes méthodes, vous êtes le même système. Qui a changé de voiture? Vous avez derrière vous les mêmes soutiens que ceux qui, depuis maintenant trop longtemps, dirigent la ville. Je vous coupe parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on parle du quartier de la Gabelle. C'est peut-être plus important aussi que la voiture. Il y a des attaques qui ont été faites, je voudrais finir une chose. Le quartier de la Gabelle et le projet de mosquée. Monsieur Migou, je finis une chose parce qu'il y a des attaques. Non, mais vous avez de l'avance en plus, il y a récemment un collectif qui a pris la parole pour dire qu'il voulait que l'image de ce quartier ne soit pas réduite à ce projet de mosquée. Votre avis à tous les 5 là-dessus? Philippe Mougin. Philippe Mougin, après David Archie. En ce qui concerne le quartier de la Gabelle a fait l'objet d'un plan de sauvegarde qui est un succès, je le dis. Il a permis de réhabiliter ce quartier, de le réintroduire dans la communauté fréjussienne. En ce qui concerne le projet de mosquée, c'est un projet de mosquée pour lequel je suis pour, à condition que ce projet de mosquée soit dimensionné exactement aux besoins de la communauté musulmane fréjussienne et elle seule. Donc je suis pour un projet de mosquée de 600 à 700 places, contre le projet de mosquée de M. Brun à 2200 places, et que ce projet de mosquée soit réalisé, si vous voulez, selon les règles administratives du droit de l'urbanisme. Sophie Parent et David Archie. Écoutez, moi, je suis ravie que les habitants du quartier de la Gabelle se soient solidarisés pour mettre en place ce collectif et pour faire parler d'eux autrement. Parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on n'arrête pas de parler. C'est mon voisin avec la Gabelle. C'est un quartier comme un autre. C'est un quartier comme un autre qui avait un déficit, qui avait besoin de tous ces travaux qui ont été votés légalement. Voilà, il n'y a pas eu de discrimination par rapport à d'autres quartiers. Et moi, je suis ravie de cette association des habitants et des commerçants pour faire parler d'eux autrement. Parce que la Gabelle, c'est aussi un quartier d'habitants de Fréjus. David Archie. Cette association qui, à ma connaissance, n'en est pas une d'ailleurs, puisque ce sont des gens qui prennent la parole, le font car nous le savons bien, nous qui faisons de la politique à Fréjus, sont des amis des Librins et des militants des Librins. Par conséquent, leur propos est éminemment politique et il n'en reste pas moins que les 56 millions d'euros d'argent public qui ont été déversés dans ce quartier n'ont pas permis un certain nombre de réalisations importantes qu'attendent les Fréjussiens. Moi, je propose de rééquilibrer précisément les financements pour les autres quartiers. Je propose l'équité entre les quartiers. Quand on donne un petit peu à la Gabelle, on donne aussi un petit peu à Saint-Égulphe, aussi un petit peu à la Gachon, tous quartiers qui aujourd'hui ont été totalement abandonnés. Par conséquent, et j'ajoute tout de même que ces quartiers sont des copropriétés privées. Là où nous avons rénové des copropriétés privées. Ce qui déjà sur le principe devrait poser un problème et pose un problème évident. Alors, Elsa Di Meo et Philippe Michel, toujours sur cette question de la Gabelle. Deux sujets dans ce que vous abordez. La question de la mosquée. Sur cette question, ma position est claire et constante. Il y a plusieurs religions à Fréjus et elles doivent pouvoir avoir des lieux de culte décents, comme cela est le cas aujourd'hui avec une cathédrale, une synagogue, une pagode et encore bien d'autres lieux de culte. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on calque des peurs, des haines nationales, parce qu'on n'a rien à dire aux Fréjussiens. Voilà. On calque aujourd'hui des sujets, notamment sur l'aménagement du quartier de la Gabelle, qui n'en sont pas. Pour finir, sur la question de l'équité entre les quartiers. Quand la ville a mis 500 000 € ces 10 dernières années sur le quartier de la Gabelle, c'est l'engagement de l'ensemble des acteurs qui a été permis. C'est-à-dire qu'on a mobilisé de l'argent grâce à cet argent mis par la ville. Et ces 500 000 € sur 10 ans, c'est sans aucun doute ce qui a été mis pour l'ensemble des autres quartiers. Philippe Michel. Oui, moi je suis totalement opposé à ce projet. Parce que parmi les bonnes choses qui ont été faites par Nicolas Sarkozy, il y a eu cette loi qui a institué le Conseil français du culte musulman. Or, l'association qui est pilote de ce projet ne respecte pas les règles de transparence exigées par cette structure nationale. Et je l'ai dit, si quelque chose doit se faire, cela doit se faire en transparence à tous les niveaux.
transparence financière, transparence du règle de droit de l'urbanisme, de construction, mais avant ça même de démolition et d'organisation des entreprises qui vont y travailler. Michel. Dernière partie, Laure de Beaulieu, après un petit jingle. Laure de Beaulieu, ils sont à vous pendant un peu plus de 4 minutes. Merci Henri. Alors la question, elle est très simple, je vous la pose à tous. Est-ce que vous rêvez d'un retrait de la candidature de M. Brun, d'Élie Brun? Philippe Mougin. En rêver, je pense que non, Vous puisque souhaitez, de toute façon, Élie Brun se maintiendra quoi qu'il arrive, parce qu'il est prisonnier d'un entourage qui le manipule et qui le forcera à aller jusqu'au bout. Donc effectivement, il apparaît comme un diviseur de la droite libérale dans sa ville. C'est vrai qu'il y a quelques mois, même il y a quelques jours, il aurait pu avoir l'élégance de se retirer après sa condamnation en première instance. Mais je n'y crois pas trop, donc je me prépare à le combattre. Vous avez été soutenu dans ce sens par François Léotard. Vous êtes allé le chercher? Vous lui avez demandé de vous soutenir? Non, je ne suis pas allé le chercher. C'est M. Léotard. J'ai été un adjoint de M. Léotard. J'ai été un conseiller municipal de M. Léotard. M. Léotard est très peiné de voir la direction que prend sa ville. Il est très inquiet pour elle. Et si vous voulez, il m'a demandé, la ville de Fréjus, oui, sa ville, parce qu'on peut considérer quand même que François Léotard, c'est le maire emblématique de la ville de Fréjus. Monsieur Michel, vous avez été salarié de M. Léotard, alors taisez-vous. Non, de l'Assemblée nationale. Alors, de l'Assemblée nationale affectée à M. Léotard. De M. Léotard. Non, si vous je me vais vous laissez apprendre finir, le c'est droit. très bien. Moi, je considère, pour avoir travaillé avec M. Léotard, que c'est le maire emblématique de la ville. C'est le créateur du Fréjus moderne, et donc il a une véritable responsabilité lorsqu'il voit les dérives qui la frappent actuellement. Laure, il reste moins de 3 minutes. Allez-y. Sophie Parent, justement la même question. Est-ce que vous l'attendez, ce retrait de candidature? Vous l'avez attendu? Vous n'y croyez plus? À vrai dire, je n'y ai même pas pensé. Je pense que c'est à lui, en son âme et conscience, de savoir si il doit. Non, c'est plus simple pour vous, peut-être, non? Peut-être, mais c'est pas du tout. Moi, s'il est là, ça ne me dérange pas. S'il n'est pas là, ça ne me dérange pas. C'est à lui de faire son choix en son âme et conscience, à savoir si il se sent capable, si c'est bon pour lui et pour les Fréjusiens surtout de se représenter. Voilà. Donc, un retour sur la question qui vous a été posée tout à l'heure. Vous avez mis une petite bombe sur la table avec ces arrêts maladie injustifiés. Vous comptez aller jusqu'où, Philippe Michel, dans cette affaire? Vous le donner comme ça? Je suis connu pour être ferme. Je suis connu pour être très ferme et tenir toutes mes promesses et ne jamais répéter mes menaces, mais les mettre à exécution. Sur ce dossier-là, sur ce dossier comme sur les autres, j'irai jusqu'au bout puisqu'il est facile d'identifier. C'est-à-dire la justice? Oui, il est facile, et l'inspection du travail. Il est facile avec des moyens de preuve comme nous les avons aujourd'hui quand on identifie des gens sur Facebook à l'autre bout du monde alors qu'ils sont en arrêt maladie, ça devient plus facile. Donc les moyens de sortir ces mauvais éléments de manière à, et je suis d'accord avec vous, rapidement s'il vous plaît, de ne plus jeter l'opprobre sur les bons fonctionnaires. Vous avez en justice, voilà, juste David Arachine, on vous connaît. Je voulais juste savoir ce que vous faisiez dans la vie en fait. On a l'impression que vous êtes politique. Je suis consultant en numérique et j'assure toujours aujourd'hui la direction d'un service de 5 personnes au siège du Front National. Vous avez une image New Look. Est-ce que vous faites partie de jeunes Fronts nationaux avec cette image ou plutôt traditionnelle? Écoutez, oui, moi je crois qu'il est essentiel qu'il y ait dans cette commune, comme ailleurs d'ailleurs, un rajeunissement de la vie politique. Et je crois que je participe à ce rajeunissement. Vous avancez pas masqué d'une situation politique à Fréjus qui en a bien besoin de renouvellement parce qu'on connaît les méthodes, le bilan de ceux qui ont participé jusqu'ici à la gestion de cette commune. Et je crois qu'il faut un véritable renouveau, un véritable souffle. Vous n'avancez pas masqué, nouveau. Vous n'êtes pas. Il n'y a pas les vieux démons du Front National derrière. Mais moi, je suis toujours extrêmement clair dans mes propositions. Elles sont connues. Je ne cache absolument pas mon adhésion au Front National, bien que ma liste soit évidemment ouverte à des personnalités locales qui n'ont pas la carte, en effet, du Front National. Mais j'assume très clairement mon soutien à Marine Le Pen. Merci Laure, merci à tous les 5 pour ce débat sur Fréjus. C'est la fin de cette émission spéciale municipale, 2 débats, Menton et Fréjus. Je vous donne le programme des semaines à venir. La semaine prochaine, un débat sur Draguignan. Et puis, dans 15 jours, un débat sur la Trinité. Très bon après-midi sur France 3. À bientôt. Au revoir.